démarre. C'est parti. Julien, merci de nous accueillir chez Zen Chef. Plaisir. On est dans la cuisine de Zen Chef. Je pense que c'est le meilleur endroit où tu pouvais nous recevoir. Tout à fait. Et je suis très heureux que tu puisses aujourd'hui répondre à mes questions et à celles des étudiants de l'EPUTAR, de la majeure startup avec qui tu vas échanger aujourd'hui. Je vais commencer par une question super simple. Est-ce que tu peux te présenter? Oui. Et déjà, merci de me faire l'honneur de tout cela aujourd'hui. Je suis ravi de vous recevoir. Je m'appelle Julien Ballon, j'ai 40 ans. Je suis de métier développeur depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai commencé par des sociétés de services. Je suis passé chez PSA quelques temps. C'était pas forcément ce qui m'a beaucoup plu. Et puis j'ai bougé, j'ai rejoint un copain de promo sur une start-up qui faisait à l'époque, en 2005, qui faisait ça vous parlera peut-être pas, mais des jeux Java et des sonneries pour téléphone. Donc j'ai vendu voilà, on a géré une plateforme d'affiliation pour téléphone. Et puis ça s'est transformé, le business, le secteur a évolué, s'est transformé, les smartphones sont arrivés, on s'est un peu réinventé. On a commencé à vendre d'autres produits par SMS et on a été racheté par une société qui faisait juste de la transaction par SMS surtaxé. Voilà, on faisait des jeux concours, on était à l'époque des crédits Facebook, on a été un moyen de paiement finalement, on pouvait acheter des crédits Facebook pour jouer à des jeux sur Facebook. Voilà, et puis on a été racheté par une société qui s'appelle PayPal, dans laquelle j'ai passé un moment. Et puis en parallèle, j'avais créé Zen Chef avec mes deux associés, Xavier et Thomas. On va en parler. Voilà, parlons-en. Alors, tu as dit que tu étais d'abord développeur. Donc, j'ai d'abord posé des questions à Julien, le développeur. Ma question préférée, c'est est-ce que tu peux nous parler de ta première rencontre avec un ordinateur? J'étais très très jeune, j'avais 9 ans. On était avec mes parents dans une sorte de magasin de déstockage et on a acheté ce truc, 9 ans, donc on est en 1990, hein, et c'est les prémices des ordinateurs personnels. Et donc c'était un Thomson MO5, je crois, qui est venu avec un livre de basique. Et donc j'ai pas fait grand chose, j'ai pris le livre, on pouvait rien faire avec ce truc là, j'avais même pas de cartouche insérée dedans. C'était juste, on a acheté le clavier avec je me souviens même plus s'il y avait une souris à l'époque, mais ça se branchait sur une télé. Et voilà, j'ai commencé à reproduire les lignes de basique qu'il y avait écrit sur le clavier. Et c'était parti, vraiment c'est un truc qui m'a assez vite captivé. Faire bouger des trucs, je me souviens, c'est juste bouger une barre, et j'étais content. Voilà, j'ai enchaîné sur un Atari après, et puis voilà, j'ai mal fini en informatique. Est-ce que tu peux nous parler en fait de tes premières expériences en tant que développeur? Est-ce que tu avais des langages de prédilection? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris? Est-ce que tu as eu des difficultés, des échecs dont tu peux nous parler? Je suis tombé dans le PHP dans mon stage de fin d'études. Ça fait longtemps aussi. Et j'en ai pas bougé pour ma part en tant que développeur. Je suis resté sur cette techno. Par confort d'une part, et puis l'expérience fait qu'à un moment on te recrute pour ce que tu sais faire le mieux, et en l'occurrence c'était ça. PHP, c'est un langage qui a vraiment beaucoup évolué, qui est un peu sous-coté parce que c'est pas très moderne aujourd'hui, malheureusement. Et puis il y a des centaines d'autres langages qui font aussi plein de choses très bien. Ce que j'ai appris récemment avec des gens bien plus experts que moi sur le sujet, c'est qu'on peut faire des choses très chouettes avec des langages qui évoluent toujours et avec des frameworks qui viennent un peu révolutionner la manière dont on travaille avec ces langages. Donc, voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Et donc Zen Chef est en PHP? Il y a plein de technos chez Zen Chef. La techno originale, parce que c'est moi qui ai bossé dessus, donc elle est en PHP, l'API est en PHP. On avait la web app qui est un peu l'origine du logiciel Zen Chef qui, elle, est aussi en PHP, et on est en train de la changer, ça devient une appli complètement front en React. D'accord. Donc on a implémenté plein de nouvelles briques, donc il y a du React, il y a un peu de Node.js derrière, et puis on a racheté une société il y a un an qui fait du paiement à table dans les restaurants et qui elle est en Java, et React et Next. Voilà, donc on a un peu étendu les technos. Comment tu t'es retrouvé à faire l'entrepreneuriat?
En vrai, dans mon expérience de sonnerie, SMS, etc., je faisais du dev, mais je faisais aussi de l'admin système. Il n'y avait pas de DevOps à l'époque. Et je faisais des astreintes, genre 24 heures sur 24. C'était aussi un moyen de mieux gagner ma vie à cette époque-là. Et puis à un moment, au bout de 3 ans d'astreinte, à travailler sur une techno qui n'était pas à moi à la base et qui plantait tout le temps, à me réveiller, mais vraiment toutes les nuits. Je me suis dit, mais à quoi bon passer tout ce temps à ne pas travailler pour moi, ça n'a aucun sens. Et donc là, j'ai commencé à chercher des projets enfin, voilà, en me disant, je vais commencer à aider des gens, et puis peut-être qu'à un moment, ça servira. Donc j'ai travaillé sur 2-3 projets en freelance. Avec un collègue, on avait aussi monté un petit projet en parallèle, on faisait de la voyance. On payait par SMS d'ailleurs. Et puis de projet en projet, de rencontre en rencontre, j'avais besoin d'un peu plus gros, etc. Et à l'époque, j'ai fini sur une sorte de site de rencontre pour entrepreneurs qui n'existe plus, j'ai même plus le nom en tête malheureusement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Xavier et Thomas et qu'on a lancé. Qui eux se connaissaient d'avant? Ils sont cousins les deux. D'accord. Et donc ils cherchaient un associé technique. Exactement. Pour monter le produit. Et à cette époque-là, en fait, tu étais chez PayPal, c'est ça? Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, avant de parler de ZenChef, ton expérience chez PayPal et la transition en fait dans le projet qui a été racheté, employé de PayPal? Alors c'est très très particulier cette transition, ça s'est pas forcément très bien passé. On n'a pas été intégrés. D'abord parce qu'on était les seuls développeurs en France. Alors la boîte est en Suisse, donc on était à moitié sur la Suisse, à moitié sur la France, mais en vrai on était 2 développeurs dans un bureau de 150 personnes qui font du marketing à Paris. Et en plus, l'équipe en général, on était 90, on a été un peu rejeté dans un premier temps. Il faut savoir que quand on est arrivé chez PayPal, il y a eu un petit peu un scandale au niveau du CEO de PayPal, puisque le CEO du moment qui venait d'être nommé, il y avait une histoire, il a un peu menti sur son CV, il s'est fait virer, et donc notre boss a pris la place du CEO de PayPal. Donc il est devenu CEO, et on s'est méfié de nous tout de suite en mode c'est les mecs qui arrivent, qui veulent tout péter, voilà. Donc on a continué à faire vivre notre produit. PayPal comptait étendre ses capacités de paiement. Ils avaient la carte bleue et quelques autres moyens spécialisés par pays. Et donc ils voulaient étendre ça avec à l'époque le SMS. Ça se faisait beaucoup, le SMS surtaxé. Et donc on a continué à faire vivre notre produit, mais sans être vraiment intégré. Le seul truc dont je me souviens vraiment, c'est le baby foot. Si tu veux, je veux bien rentrer un peu plus dans les détails de ZenChef. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse? Et il y a 2 choses qui m'intéressent. Au début, c'est cette rencontre avec des gens que tu ne connais pas, et donc cette association avec des inconnus. J'irais jusqu'à dire marié au premier regard. Et derrière, comment se sont passées les premières semaines, les premiers mois? Alors, pour la rencontre, comme je disais, c'était sur un site où eux ils cherchaient un profil technique, moi je cherchais des associés parce que j'avais pas foncièrement d'idées à lancer. Et donc on a fait ce déj avec juste Xavier. Eux ils avaient déjà fait appel à une agence. Ils avaient un ersatz de produits. Et ils se sont rendus compte au bout de 2 mois que ça ne le ferait pas. On leur demandait toujours de l'argent en plus pour développer des fonctionnalités qui n'existaient pas. Enfin bon, bref, c'était pas terrible. On a fait ce déj et on sort du repas à 14h et à 15h j'avais les accès à la prod, j'avais la base de données et je commençais à retoucher au code. Donc ça a été rapide. Donc vraiment marié au premier regard, c'était immédiat. J'ai rencontré Thomas, l'autre associé, 1 mois plus tard parce que lui il bossait encore aussi. Donc vraiment on était en mode confiance aveugle tout de suite. Ça c'est vraiment un vrai coup de foudre. Et 10 ans plus tard, est-ce que c'est toujours le cas? Ouais. On a cette chance. On est chacun sur des parties différentes. Xavier, CEO, et il fait ça à merveille. Thomas, directeur commercial. Donc on ne s'est jamais marché dessus. On a toujours travaillé vraiment en confiance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des erreurs et des bêtises tous ensemble, mais en tout cas, ça a été un vrai bénéfice d'avoir tous les profils un peu pour gérer la boîte. On va en parler des erreurs. Carrément. Et sur la partie tech, donc quand tu reprends la main sur un produit qui a été développé par une agence, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes le produit? Est-ce que tu recommences tout? J'ai tout recommencé. Alors peut-être qu'on peut parler aussi du produit. Exactement, et ce qu'il est devenu, c'est le absolument. moment. Ok, parfait. J'ai tout repris. Pourquoi déjà? Parce que j'arrive, on me donne un produit et on me file un framework. La doc existe même plus.
C'est-à-dire que le truc est déjà obsolète avant même d'avoir commencé à lancer le produit. Donc j'ai gardé la base de données foncièrement. D'ailleurs, enfin, c'est marrant, là, les 3 tables qu'il y avait à l'époque, elles sont toujours là, c'est toujours les mêmes. Voilà, je pète tout. Et je pète doublement tout que pendant 2-3 mois, on essaye de lancer. Donc, historique de la boîte, ZenChef ne s'appelait pas ZenChef au démarrage, ça s'appelait 1001 menus. Et 1001 menus, c'était un annuaire de restaurant, et un annuaire de restaurant qui avait la particularité d'afficher les menus des restaurants, ce qui n'existait pas vraiment à l'époque. Sauf que très innocent, et il m'a convaincu pendant un déj, mais j'étais encore plus innocent que ça, je pense. On n'avait aucun argent pour lancer ce truc-là. Une appli B2C, ça se lance pas avec 12 euros en poche, mais ça se lance plutôt à coups de millions en marketing. Et bon, on n'avait rien. Donc en fait, on n'a rien lancé, ça n'a pas marché. Mais par contre, on faisait le tour de tous les restaurants. Enfin, il faisait, moi je le côté. Le tour de tous les restaurants pour récupérer les menus. Et donc, ce faisant, on commence à créer des relations avec les restaurants. On est donc en 2010, l'iPhone est sorti un an et demi avant, je crois. Les gens commencent un peu à chercher sur la mobile avant de sortir au restaurant. Et donc, on constate un truc, c'est que quelques restaurants ont des sites web, mais aucun restaurant n'a de site responsive qui fit sur un smartphone, quoi. Et donc, on se lance là-dedans. C'était donc, combien de temps après la rencontre? C'était franchement 6 mois après, à peine, allez, peut-être un an. Entre 6 et 12 mois, on a quand même essayé un peu l'annuaire pendant un temps. Et donc on lance ce produit complémentaire en se disant, de toute façon l'annuaire, on va peut-être on l'a gardé, hein, mais on va pas faire d'argent. Donc on va essayer de trouver un business qui, voilà. Donc on construit des sites web, sites mobiles, pardon, en jQuery à l'époque. Et en fait, c'était basé sur l'annuaire, parce qu'en fait, sur l'annuaire, les restaurants, ils avaient un accès sur lequel ils pouvaient rentrer les infos du restaurant. Donc finalement, on avait toutes les infos du restaurant, il n'y avait plus qu'à les mettre en forme. Donc j'essaie de construire un petit truc, un petit CMS qui permet de construire un site web un peu dynamique en fonction des infos qu'on nous donne, etc. On va, Thomas et Xavier, sur le terrain, vendre ça à des restaurants. Et puis, il y a quelques ventes qui commencent à rentrer. On se dit, c'est cool. Comment on avance, quoi. Et puis, qu'est-ce que vous vendiez à l'époque? C'était la réalisation du site, en mode ouais, agence. c'est ça, ouais, exactement. Clairement, on s'est vu devenir une agence web, parce qu'on a logiquement enchaîné sur les sites web, hein, ça va avec. Donc à l'époque, on avait une version web, une version mobile. Mais là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Enfin, on ne veut pas être une agence web, on n'a pas lancé une boîte pour être une agence web. On n'a rien contre les agences web, mais c'est vraiment pas notre volonté. Donc voilà, et là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Finalement, c'est pas suffisant. Et on se rend compte que sur les sites web et les sites mobiles, tout le monde passe par le formulaire de contact pour réserver. Et là, on se dit, peut-être que la source de la donnée, elle est peut-être ici. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, on commence à travailler sur ce petit formulaire de contact. Et on a les prémices d'un formulaire de réservation. Donc là, on est en 2015. 3 ans après, ouais, tout à fait. Et pas mal de sites mobiles entre-temps. Mais on n'avait pas fait que des restaurants, on avait bossé sur des hôtels, on a fait un opticien. Enfin voilà, on s'est cherché très longtemps sur cette partie-là. Et vous gagnez de l'argent à cette époque-là? Assez peu, mais on en gagnait suffisamment pour, je pense qu'on était à cette époque, on était facile 5 ou 6 dans la boîte, donc de quoi, c'était de l'abonnement, donc on a vite compris les joies de l'abonnement. C'est que là, finalement, si tu fais pas trop mal ton travail, si ton site web il tient la route, ça finit par rentrer. Et puis on a une époque où les gens ont besoin de sites web et ils se font arnaquer par plein de boîtes qui leur vendent des sites web à coût de 5-10 000 euros par an, plus la maintenance, plus les modifs avec des trucs complètement statiques. Et donc il y a des restos qui ont déjà des sites web obsolètes. Donc on arrive avec une offre assez sexy pour, c'était 29 ou 39 euros par mois je crois à l'époque. Tu as un site qui évolue à peu près constamment et que tu peux mettre à jour facilement, donc ça, c'était assez magique. Donc 3 ans après, c'est là en fait où vous commencez à faire de la réservation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une accélération? Est-ce que vous changez tout? Ou est-ce que tout ça s'est fait de manière un peu progressive et itérative? On a eu la chance à ce moment-là, alors, un an avant on avait levé des fonds. Parce qu'on avait déjà ce projet finalement un peu derrière. Vous levez combien? On lève 300 000 euros, je pense, la première fois. Business Angel. Voilà, exactement. Donc ça nous a permis effectivement de tenir la barre aussi pendant ce temps-là. On gagnait de l'argent, mais peut-être pas assez aussi. Et puis voilà, il y avait ce projet à développer. Il y avait une autre partie, dont je ne vais pas forcément parler parce qu'elle n'existe plus aujourd'hui, mais on avait une partie e-réputation. Donc en fait, on avait les infos des restaurants, toujours pareil. Donc on les diffusait sur les annuaires qui existaient en ligne. Le marché était assez fragmenté à l'époque. Il y avait beaucoup d'annuaires qui reprenaient les infos des restaurants et qui les affichaient. Donc
on diffusait les infos à jour du restaurant, donc le menu à jour, les photos à jour, etc. Bon, c'était pas foufou, et puis c'était compliqué à maintenir beaucoup de connexions, des trucs. Enfin, je me suis perdu dans ta question. Je suis désolé. Oui, donc vous levez des fonds, Ouais. et ensuite derrière, comment vous accélérez sur la partie réservation? Et donc on lève des fonds, et donc on essaye aussi de s'armer un peu plus avec des équipes de commerciaux, qui commencent à vendre ce produit, et pas forcément très bien. Alors suffisamment pour accélérer. On a levé des fonds 2 ans plus tard, on a levé 1,5 million 2 ans plus tard, donc suffisamment pour accélérer et continuer notre croissance. Mais en fait, on avait un mauvais discours commercial. On vendait beaucoup de ROI, de retour sur investissement, alors qu'on avait finalement un produit qui permettait de gérer ces réservations, mais pas tant d'apporter du business au restaurant. Et c'est vraiment ce qu'on leur vendait, parce que c'était aussi plus facile d'avoir ce discours. Bien sûr. On a testé plusieurs versions de vente. On avait au tout démarrage des commerciaux de terrain. On a transformé ça. On a recruté beaucoup de gens qui travaillaient en centre appel. Et donc on a basculé sur... on appelle partout en France. Très vite, on a voulu accélérer. Ça n'a pas forcément été le meilleur move qu'on ait fait. Mais en tout cas, ça nous a permis de faire du volume. Mais on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup aussi de gens qui résiliaient. Donc on a eu une période un peu plus compliquée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que la réponse elle a été commerciale ou elle a été produit? Elle a été double. Elle a été commerciale. On a changé tous les process. On a changé l'équipe parce que ça allait pas. Donc en fait, ça a été vraiment le premier vrai gros pivot, mais mental en fait. On s'est débloqué sur plein de trucs. Et puis ça a été l'avènement le démarrage un peu du produit, d'une équipe produit aussi, l'amorce d'une équipe produit dans la boîte. On a recruté notre premier PO. On a un peu structuré, on a commencé à prendre des retours de clients, on avait développé quelques briques supplémentaires évidemment, il n'y avait pas que ça. Et voilà, et donc on a repris Thomas, mon associé à l'époque, avait déjà lâché la vente, et il a repris la vente parce qu'il s'est dit que c'était ce qu'il faisait de mieux, et il fait ça divinement bien, donc ça aurait été dommage de se priver de ça. À cette époque-là, il y a combien de personnes dans l'équipe tech produit? À cette époque-là, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais on est au moins 18. Au moins 18, donc on a bien grossi avec la levée. Et à cette époque-là, pareil, on enlève des gens de l'équipe parce qu'on avait du mal à développer. Donc on redescend à 8 ou 9, facile. Et on continue notre développement. Mais en fait, voilà, on a eu cette grosse période de croissance post-levée, et puis de décroissance. On s'est pris un joli mur dans la tronche, on a dû un peu se réinventer. Et malgré tout, on a continué, on a consolidé le produit, on a retravaillé complètement le discours, on a arrêté d'avoir un discours héroïste. On a eu un discours vraiment, vous allez gagner du temps en utilisant notre logiciel, et c'est ce qu'on faisait le mieux au final. Faire gagner du temps aux restaurateurs et défendre l'indépendance du restaurant sur internet, etc. Depuis on n'a plus changé. On n'a fait que se développer en cultivant l'offre et en rajoutant des briques produits. Mais voilà. Comment toi ton rôle a évolué pendant toute cette période, du seul développeur à 8, 9, 8, 18, puis redescendre un petit peu avec aujourd'hui combien de personnes dans l'équipe tech et produit? Aujourd'hui on est 32. 32. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ton rôle a évolué? Ouais. Aujourd'hui, au démarrage, seul développeur. On est sur tous les fronts. Il faut gérer le serveur. Il faut gérer les 92 demandes de mes 2 associés qui rentrent de rendez-vous et qui ont autant de besoins que de clients rencontrés dans la journée. Donc essayer un peu de se poser avec eux, voir ce qui va nous rapporter finalement plus d'argent. Il faut qu'on survive à cette époque-là. Donc voilà. Et puis on finit par recruter une première stagiaire et puis un deuxième. Première expérience de management aussi, pas facile. J'étais pas prêt. Perso, c'était pas un truc qui me plaisait beaucoup à l'époque. J'ai l'impression de perdre du temps parce que je pense qu'il n'y a aucun process, rien en place. On prend 2 personnes en plus dans l'équipe. Comment on se répartit le travail, je sais pas trop. Donc je me plante misérablement aussi, mais bon, tant bien que mal, on finit par construire des choses tous ensemble. Et puis on recrute d'autres personnes, donc on est 4-5 dans l'équipe. Là le rôle il commence à changer un peu.
faut commencer, enfin 4-5 personnes, il faut commencer à mettre des choses en place un peu plus structurées. Mais bon, on est plus développeur que manager toujours. On est toujours à ce stade où on apprend sur le métier du management. À ce moment-là, est-ce que vous avez des process? Est-ce que vous travaillez en sprint? Est-ce que vous avez un Kanban quelque part avec des tâches que vous attribuez? On n'a rien. Franchement, on n'a rien du tout. On subit. Enfin, complètement, on subit le besoin de la boîte de grossir vite et de pas savoir où elle va finalement. On se cherchait complètement sur le produit. C'est ces années d'errance un peu. Et puis entre ces deux levées, on finit par recruter un peu de monde. Oui, on met des choses en place. On est en Kanban, hein, clairement, c'est pas vraiment officiel, mais on a ces cartes qui traînent dans un logiciel X ou Y à l'époque. Je sais même plus si on l'utilisait. On utilisait tellement de choses en 12 ans, mais c'était pas très structuré honnêtement. Et on se lance dans des gros projets. Je sais qu'en 2015, on se lance dans une refonte complète de notre back-office. Ça devait prendre 1 mois, ça en a pris 4. Rien n'avait été anticipé, enfin, ça a été un bordel sans nom. Mais riche d'apprentissage en tout cas, d'un point de vue management et gestion de projet. Et encore, tu me dis 4 mois, mais je connais des boîtes qui sont encore en train de refaire leur back-office, ça fait plusieurs années. Ouais, ça m'étonne pas. Mais et on l'a refait plus vite après. Plus tard, mais moi je me suis rendu compte à un moment aussi que j'avais des vraies lacunes là-dessus. Et je m'en suis rendu compte quand on a pris notre premier product owner. Enfin, j'ai vu ce que c'était un product owner, à quoi ça servait. Il était même plus, enfin il avait une envergure de CPO, hein, il allait beaucoup plus loin, mais en vrai il avait une vraie envergure d'organisation de l'équipe que moi vraiment c'était pas. Moi ça me plaisait pas du tout à l'époque. Et on l'a sorti pour plein de raisons. Et donc j'ai repris cette casquette à l'époque, donc c'est le moment où j'ai un peu repris tech et produit. D'accord. Et là il fallait bien s'y mettre, il fallait conserver ce rythme un peu. Je fais plein de bêtises, mais en gardant le cap business toujours. C'est l'avantage du cofondateur qui tient un rôle opérationnel, c'est que finalement tu as quand même envie de faire en sorte que ton business il avance le plus vite possible. Donc c'est toujours par ce scope-là que je prenais tous les projets et qu'on abordait ça. Est-ce que ça peut nous faire grossir et nous faire accélérer? Oui, non. Et du coup, c'est des choix que tu fais aussi. Est-ce que je fais un test ou est-ce que je développe une nouvelle fonctionnalité? Ok, je vais développer une nouvelle fonctionnalité et puis on verra le reste plus tard. Et tout ça avance. Voilà. Et le rôle de manager, on l'apprend sur le tas finalement. Je peux eu de formation là-dessus. Donc je l'apprends. À l'époque. Et puis, à l'époque, exactement. Exactement. Et arrive ce moment, il n'y a pas si longtemps. C'était en 2021, on sort de Covid, on a plein de choses à mettre en place. Alors aujourd'hui, on a une équipe produit beaucoup plus structurée, hein, il y a quelques personnes. Mais début 2021, je commence à voir que moi j'ai besoin d'apprendre des choses sur mon travail. Je pense que je l'ai pris que par le scope développeur, par le scope opérationnel. Truc manager, moi vraiment, je subissais plus que ce rôle. Ça marchait bien humainement, je m'entends bien avec les gens. Voilà. Donc c'était la gestion humaine, mais pas de process. Donc j'avais besoin d'apprendre à mettre en place ce genre de choses. Tu parles du Covid, je profite que tu te rafraîchisses. Tu parles du Covid, justement, vos clients sont des restaurateurs. Et pendant le Covid et même encore aujourd'hui, ils sont passés par, je pense, la pire période de l'histoire moderne de la restauration. Vous avez gagné de l'argent à ce moment-là? On a passé une période qui était incroyable pour nous. Il faut savoir que la réservation et la digitalisation d'un restaurant, c'est vraiment un sujet. Les restaurateurs, c'est pas des entrepreneurs à la base. Enfin, des entrepreneurs, si, c'est pas des gestionnaires de restaurants et ils sont pas très éduqués à la tech et au digital. Vraiment, c'est un truc que ça les dépasse complètement. Pardon ? À part Instagram. Exactement. Qui s'en servent très bien, heureusement. Et je veux pas généraliser, mais tous les restaurants un peu traditionnels qu'on connaît, le digital, c'est vraiment pas leur truc. Et pardon, j'ai perdu la question. La question, c'est qu'est-ce que vous avez fait pendant le Covid? Oui, voilà. Pardon. Et donc le Covid, ça a été un accélérateur. Évidemment, au début, Covid arrive, confinement. Bon, on se pose la question, comment on fait? Donc, déjà, on coupe tous les abonnements, on ne prend plus rien aux clients, on met la plupart des équipes au chômage partiel. Et on se dit comment on survit, qu'est-ce qu'on fait sur les prochains mois.
On s'est dit c'est quoi nos forces et qu'est-ce qu'on peut apporter au restaurant. Donc déjà on leur apportait du conseil pendant cette période sur déjà comment. Ils avaient du mal à avoir l'information. Il y avait, on sait, les fake news, Facebook, machin. Il y avait des millions d'informations sur le Covid. On a essayé d'avoir les informations les plus à jour possibles et au fait. Et donc on communiquait toutes ces informations à nos clients. Déjà ils ont perçu ça comme vraiment une aide. On a fait des webinaires avec des avocats, des choses comme ça, vraiment pour les aider à faire leurs déclarations, chômage partiel, etc. C'était top. Et puis après, on s'est vite demandé comment on les aide pendant cette période. Et puis comment on peut essayer de maintenir nos revenus finalement, comment on peut faire reprendre les abonnements. Et là, il y a eu Click and Collect qui a explosé pendant le Covid. Et on a dupliqué la réservation et on a fait du Click and Collect. Donc moi, j'ai repris mon clavier, puisque l'équipe a été majoritairement au chômage partiel. Et puis je suis reparti aux premiers amours en développement. Et puis il y a un truc de Click and Collect qui est sorti en quelques jours. Il y en a quelques-uns qui sont heureusement venus m'aider, parce que je ne serais jamais arrivé tout seul. Et voilà, donc en fait, on a sorti du premier confinement, on a un outil de Click and Collect qui est ce qu'il est. Évidemment, avec 3 mois de travail, on ne peut pas faire des miracles, mais en tout cas, on avait un outil qui tenait la route. Et au deuxième confinement, ça nous a permis de maintenir nos revenus en fait. Et vraiment, les restaurateurs, ils ont fait un shift mental pendant le Covid, où ils se sont rendus compte que le digital, c'est un truc important qui pouvait les aider à débloquer plein de situations compliquées, et notamment de maintenir une partie de leurs revenus grâce au Click and Collect. Et voilà. Et même si aujourd'hui, Click and Collect, ça n'existe plus. Enfin, il y a toujours les applis de livraison. En tout cas, les restaurants, ils ont tous arrêté d'utiliser leur logiciel. Mais ils en gardent un bon souvenir de Zen Chef. Et nous, ça nous a vraiment aidé. Et depuis, on explose tout. Donc, on est en croissance comme ça. On était 30 il y a un an. On est 90 aujourd'hui. Donc, ça allait assez vite. On est assez content de ça. Cool. Il me reste plus beaucoup de questions. Plus précisément, il me reste 3 questions. Question numéro 1, on n'a pas encore parlé de vos concurrents. Ouais. Vous vous frottez en fait à des acteurs qui sont plus ou moins musclés. La Fourchette, on en parlait en off tout à l'heure. Sunday qui a fait beaucoup parler d'eux, issu du groupe Big Mama. Flipdish l'Irlandais qui est en train d'arriver en France. Et plein d'autres en fait dont je ne parle pas. Comment vous vous positionnez par rapport à tous ces acteurs et comment vous espérez tirer votre épingle du jeu? On a toujours eu un truc qu'on a gardé, c'est l'amour du restaurant et de son indépendance. J'en parlais tout à l'heure en off aussi, il est arrivé quelque chose dans le monde de l'hôtellerie il y a très longtemps, c'est qu'il y a des acteurs, vous les connaissez, les Booking, les hôtels, les Expedia, c'est des outils super pratiques. Mais en fait, aujourd'hui, quand on veut réserver un hôtel, qu'est-ce qu'on fait? On va sur ces acteurs-là, on va jamais sur le site de l'hôtel. Que rares personnes le font encore, mais franchement, je ne connais pas beaucoup. Et félicitations, et je vous invite à le faire. Les hôtels, quand on passe par ces sites, ils perdent au moins 18% de leur prix. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour compenser? Ils augmentent les prix. Donc, en fait, personne n'a à gagner à utiliser ces outils. Alors, c'est hyper pratique pour découvrir, mais finalement, in fine, ça ne sert à personne, sauf à Booking. Et en fait, c'est exactement ce qui était en train d'arriver à la restauration, avec entre autres la Fourchette que tu as mentionné, mais il y a des acteurs américains, OpenTable qui est gigantesque dans le monde et qui est encore plus cher. Même Groupon. Et Groupon, etc. Voilà, tout à fait. Et donc nous, on s'est mis en opposition à ça, en disant, nous, on va pas... pour nous, la restauration, c'est un art, c'est un métier mais qui vaut d'être valorisé. Il est hors de question que ce soit bradé. Donc j'ai pas envie d'aller manger dans un restaurant parce qu'il y a moins 50%. J'ai envie d'aller manger dans un restaurant parce qu'on m'a dit qu'il fallait aller manger, parce que c'est bon, parce que en fait, le service est exceptionnel, parce que je vais passer un moment exceptionnel. C'est avant tout un service qu'on va acheter. C'est comme une pièce de théâtre, finalement. On va payer un moment dans un restaurant et puis si on mange bien, en plus, c'est chouette. Mais voilà. Et donc nous, on a toujours voulu préserver ce truc-là, et c'est là-dessus qu'on s'est construit. Et alors, on n'est pas les seuls. Il y a des boîtes un peu plus petites que nous en Europe qui font le même métier. Et donc on parle de la réservation là, mais effectivement je parlais de Sunday, donc ça c'est du paiement à table. Donc on a racheté la société Billy il y a un an de ça, qui s'appelle maintenant Zen Chef Pay et qui fait du paiement à table. Et donc nous, je crois que notre force, donc on a la résa, on a le paiement à table, on a des sites web, on construit toujours des sites web, c'est toujours le même outil qui permet de construire des sites web. On a du marketing, on a du click and collect, donc notre force c'est le all-in-one. C'est vraiment ce truc-là qui fait que tu as tous tes outils au même endroit, et ça c'est un avantage pour le restaurant. On lui fournit un outil clé en main,
pour gérer toute cette partie-là, et finalement, on lui fait vraiment gagner du temps. Et c'est là le truc. Et sans vouloir trahir de secret de roadmap, est-ce que vous pensez aussi rajouter la brique livraison? Alors la brique livraison, c'est pas certain qu'on la rajoute. Parce que vraiment on a vu un tel drop dans l'utilisation du click and collect de manière générale, et regardez en bourse les actions de tous les acteurs de la livraison, c'est en train de s'écraser assez fort parce qu'ils ont monté trop fort, et voilà. Par contre, ce qu'on va rajouter, on va revenir à nos tout premiers amours, et là on est en train de construire une application B2C pour permettre aux restaurants d'être découverts par les gens, et voilà, puis ça sera inclus dans notre offre, donc parfaitement. Un peu comme ce que fait Newtable. Exactement. Un peu ce qu'ils font. En fait, il y a 8 mois, alors on ne s'attachera pas à ce chiffre, mais on a lancé un média qui s'appelle le magazine Z. Alors, le nom n'était pas très approprié, malheureusement. Mais en fait, on a un média Zen Chef où on recommande des restaurants, on parle des restaurateurs, on parle y compris de ceux qui sont pas vos clients. Ouais, tout à fait, ouais, exactement. Et c'est fort de ce contenu qu'on va intégrer dans notre plateforme, finalement, qu'on aura une appli qui va mettre en avant des restaurants éditorialisés avec des belles descriptions, des belles photos, voilà, et on va vraiment essayer de faire découvrir des nouveaux restaurants, et des Newtable, c'est que des nouveaux restaurants. Nous, il y aura aussi des restaurants qui existent et qui sont à découvrir. Voilà. Mon avant-dernière question. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, de manière un peu plus détaillée, de l'avenir, notamment de l'avenir tech de Zen Chef? Est-ce que vous souhaitez recruter? Où est-ce que vous allez mettre l'accent? C'est quoi les projets tech, la vision tech que tu es en train de préparer? Dure question. Alors oui, on recrute beaucoup et tout le temps. On a des postes ouverts en permanence. Vous dire combien on sera dans un an, je ne sais pas, mais on sera au moins 20 ou 30 de plus à la tech, en tout cas. On construit beaucoup de choses. Donc on a beaucoup de briques, et de fait on est attaqué de toutes parts par plein d'acteurs qui sont spécialisés sur chacune de ces briques. Donc on a besoin de continuer à faire évoluer ces briques, à faire face à cette concurrence qui arrive. Il y a aussi de la concurrence américaine qui attaque le marché français, avec d'autres sociétés qui font de la résa et qui la font aussi très bien. Et donc s'ils ont des fonctionnalités un peu différenciantes, il faut qu'on en ait d'autres ou qu'on ait les mêmes. Enfin voilà, il y a beaucoup d'analyses de concurrence à faire et avancer sur ces fonctionnalités-là. Les restaurants, ils changent aussi. On se rapproche du marché anglais, américain, qui avait pris beaucoup d'avance là-dessus. Donc je vous disais tout à l'heure, les restaurants ne sont pas des gestionnaires, c'est en train de le devenir. Il y a de plus en plus de gens qui sortent d'écoles de commerce et qui lancent des restaurants. Je parlais de Big Mama tout à l'heure, c'est l'exemple typique. Donc les restaurants sont en train de se professionnaliser, et donc un restaurant qui se professionnalise et qui devient multipropriétaire, il a des besoins qui sont complètement différents d'un restaurant indépendant. Et ça, notre offre n'était pas forcément à l'époque dédiée à cette typologie de restaurant, donc on travaille aussi là-dessus pour consolider notre offre. Voilà, et puis si on garde à l'esprit que nous on veut toujours faire gagner du temps au restaurant, nous on a toujours des problématiques d'automatisation, un restaurant qui veut contacter un de ses clients, s'il peut le faire de manière automatique parce qu'il a défini 18 critères. Il est venu 2 fois dans les 6 derniers mois, et puis c'est un amateur de vin rouge, et puis je sais pas, en fait ça il faut qu'on l'automatise. Ça, c'est un joli moteur à créer derrière sur toute la partie marketing. Et puis finalement le paiement à table, la réservation, ça marche aussi bien parce qu'on est connecté avec tout un tas d'acteurs. Je n'ai pas forcément parlé, le logiciel de caisse, on est connecté avec tout ça, et ça c'est beaucoup de connexions, et on a un énorme écosystème dans la restauration auquel il faut aller se connecter pour échanger des données, de la résa, voilà, et ça, c'est un marché qui est ultra fragmenté, il y en a des centaines, et on se connecte à tous ces gens-là. Voilà, et puis in fine, on a toujours des petits projets de R&D qui traînent par-ci par-là, qu'on espère pouvoir développer, faire avancer. On aimerait prédire les taux d'occupation dans le restaurant. C'est un projet qui traîne depuis quelques temps, mais on y travaille. Ma dernière question, est-ce que tu peux partager aux étudiants qui sont présents ici une ressource, un livre, une vidéo qui t'a inspiré en tant que CTO et en tant qu'entrepreneur? Je t'en ai parlé souvent, c'est grâce à toi que j'ai découvert. C'est un site qui s'appelle Fernam Street. Je pense que c'est un podcast après, c'est devenu un podcast.
fs.blog. fs.blog, exactement. Je cherchais l'adresse. C'est tout un tas de ressources. C'est pas tant technique, mais c'est axé autour de la manière de penser, de réfléchir, de comment structurer sa pensée, prendre des décisions. Moi, je me suis perdu dans ce truc-là grâce à toi. Hein, et vraiment, j'ai passé une journée à lire des articles. Je n'arrivais plus à m'arrêter d'article en article. Je partais. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et c'est rempli de bonnes idées. Alors, parfois, c'est un peu long à lire. Mais même le podcast, il interviewe des gens incroyablement inspirants. Donc, vous mettez ça sur les oreilles dans les transports et ça marche tout seul. Top. Julien, je te remercie. On va couper la caméra pour laisser la place aux questions des étudiants. Si vous pouvez couper la